Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial questions-réponses. Des questions qui nous ont été posées par vous et on est très heureux en fait déjà de vous donner quelques nouvelles du podcast, Jacqueline et moi. Ouais. Voilà, on a démarré le 19 février 2024. Nous avons actuellement eu 1131 écoutes uniques depuis le lancement du podcast. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, hein. C'est comme si on s'était adressé à un auditoire de 1130 personnes différentes. T'imagines une salle de 1130 personnes, c'est chouette, c'est super. Vous êtes 54% de femmes et 46% d'hommes à nous écouter, d'après les statistiques de notre lecteur, et 83% d'entre vous nous écoutez sur mobile. Et puis il y a un côté vachement sympa aussi, c'est que on sait que vous nous écoutez sur le player du site, à l'adresse jeanmarcterrel.com/podcast, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Amazon Music, Overcast, Pocket Cast, Castbox et Castro. et vous êtes également nombreuses à nous écouter sur YouTube. Je connaissais même pas toutes ces plateformes, moi. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est sympa de donner quelques informations en introduction. L'essentiel d'entre vous êtes en France. Nous avons aussi des auditeurs de Suisse, de Belgique et du Canada, finalement les 4 pays dans lesquels on retrouve des gens Qui viennent avec nous en retraite. Qui viennent avec nous en retraite, exactement. Ouais, mais incroyable. on a aussi des gens qui nous écoutent de La Guadeloupe, du Bénin, du Maroc, de la Guyane française, de la Réunion, des USA, de Martinique, de Russie, du Royaume-Uni, de la Finlande et d'Espagne. Et c'est trop cool. et j'ai pas mis toute la liste parce qu'il y en a encore plusieurs, mais voilà, nos principaux auditeurs et auditrices sont dans ces différents pays. Oui, Alors, et d'ailleurs, tu te souviens, on avait été tellement surpris tout au début quand on a réalisé que quelqu'un nous écoutait du Costa Rica. ouais, c'est vrai. C'était une histoire de fou. Ouais. Et en fait, c'était notre copine Patricia. C'est ça, on a fini par savoir en fait le Exactement. fin mot de l'histoire. Alors, il y a un certain nombre de questions qui nous ont été posées. Donc la première question nous vient de Naomi, qui est étudiante, et qui nous demande, c'est pour accompagner les personnes qui sont en période de transition, mais comment on sait qu'on est dans une période de transition ? Est-ce que c'est le choix de dire, tout simplement, qu'on est dans une période de transition, ou bien tout le monde est de fait dans une période de transition ? T'en penses quoi ? Qu'est-ce qu'on répond à Naomi ? Qu'est-ce qu'on répond à Naomi ?
Alors d'abord, répondre à Naomi que notre podcast, s'il a pour thème la transition, n'est pas exclusivement destiné à des gens qui se sentent en transition. Ah bon? La transition, non. C'est aussi des gens qui ont juste envie de découvrir un nouveau podcast. Et en fait, finalement, en tout cas de mon point de vue, la transition, elle est là en permanence au cœur de nos vies. Ouais, c'est ça. Parce que la transition, pour moi, elle est ce passage entre une chose et une autre, un lieu et un autre, un état et un autre. Et bien sûr, il y a des périodes de transition professionnelle, il y a des périodes de transition amoureuse, il y a des périodes de transition de vie, parce que tranche de vie, mais dans le fond, la transition, elle est en permanence avec nous. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire à Naomi que, quel que soit l'âge, bienvenue pour écouter le podcast. C'est ça, exactement. Et moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. L'idée de fond aussi pour moi, c'est que effectivement, de la naissance à la mort, nous sommes en transition, de passage, en fait, simplement sur cette terre. Et finalement, le temps qui s'écoule est cette confirmation, je dirais, temporelle, que les secondes passent, les minutes passent, les heures passent, les jours passent, les semaines, les mois, les trimestres, les semestres, les années, les décennies, avec les différentes tranches d'âge dont tu parles. Et oui, nous sommes toujours, tout le temps, en période de transition, qu'on en ait conscience ou pas. Alors évidemment, le podcast va s'adresser à des personnes qui sont au cœur de périodes de transition, qui sont des transitions qui vont susciter des questions, qui vont des remises en question peut-être, qui vont susciter peut-être une forme ou une autre de souffrance aussi, en tout cas d'intensité émotionnelle. Et voilà, ce podcast, il est dédié aussi à toutes ces personnes-là. Mais oui, vous êtes toutes et tous les bienvenus, bien entendu, même si le thème, quand même, de ce podcast, comme on l'a annoncé oui, dans notre épisode 0, c'est la transition. Voilà, la transition. Et du coup, quand je nous entends parler de transition comme ça, je l'avais pas encore réalisé jusque-là. Mais aujourd'hui me vient le terme de transhumance en même temps que le terme de transition. Parce que lorsque tu parles de passage, pour moi, il y a quelque chose dans la transition entre passer d'un état à l'autre et donc cheminer, se mettre en route, activer quelque chose. Et pour moi, c'est comme une forme de transhumance finalement. C'est ça. Nous sommes des mammifères ruminants, transhumants à travers les alpages. C'est merveilleux. Une deuxième question qui nous vient de Wallaha, alors j'espère que c'est bien prononcé, qui est psychiatre au Maroc, et qui nous demande comment apprendre la mindfulness comme état d'être dans notre vie de tous les jours. Waouh. Ouais, ça c'est une grosse question. Ça c'est une grosse question, ouais. Comment apprendre? Alors moi je peux juste répondre comment moi finalement j'ai appris la mindfulness comme état d'être dans ma vie. Peut-être que ça donne une petite indication. Je sais pas très bien comment j'en suis venue à la mindfulness au tout départ, l'intérêt en fait, par quel biais je l'ai trouvé. Mais je sais qu'à un moment donné, pour moi, il a fallu trouver du calme et de la sérénité à l'intérieur de moi. Et c'était la période où j'avais entendu parler des processus MBSR. Les protocoles MBSR, ouais. Les programmes MBSR. Le programme MBSR, et donc c'est la première chose en fait que j'ai suivie. Ouais. Alors on peut peut-être dire pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un programme MBSR, c'est un programme MBSR, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction, réduction du stress basé sur la pleine conscience, et c'est un programme qui a été essentiellement élaboré par un professeur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Et ce monsieur, à la fin des années 70, en fait, a élaboré un programme dans un contexte hospitalier et universitaire, avec l'intention d'aider les patients de certains de ses collègues avec lesquels toutes les autres approches finalement ne fonctionnaient pas très bien. Et donc ce programme est devenu le programme de référence dans le monde, en particulier pour les études scientifiques qui sont publiées par dizaines, centaines chaque année maintenant dans le monde. Et c'est le programme qui a permis d'amener en fait ces lettres de noblesse, on va dire, à la méditation en Occident, parce que
cela a permis en fait une approche scientifique. Ça paraît un petit peu bizarre de dire les choses comme ça, parce que les pratiques de méditation, elles existent sans doute depuis l'aube de l'humanité. Elles sont plutôt connues et associées à des contextes qui sont des contextes religieux, dogmatiques, en tout cas liés à un certain nombre de croyances comme le bouddhisme ou le christianisme, et on les retrouve aussi dans bien d'autres pratiques, dans bien d'autres domaines. Mais voilà, le programme MBSR, c'est un programme laïque, donc il n'est pas question de croyances de quelque ordre que ce soit. Un programme laïque qui va permettre aux gens, donc sur une période de 8 semaines, de découvrir les bases de la pleine conscience. Et voilà, je peux en parler aussi parce que j'ai la certification d'instructeur MBSR. Voilà, donc toi, tu as découvert... Ça, en tout cas, c'est une des portes d'entrée pour approcher, j'allais dire, la pleine conscience. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu faire mon protocole de 8 semaines, retourner dans ma vie et ne rien faire avec ça. Parce que c'est sur 8 semaines et que finalement, 8 semaines, c'est assez vite passé. Et il y a des toutes petites choses que j'ai pourtant gardées en mémoire et puis qui sont revenues bien après, comme l'exercice autour de l'alimentation en conscience et l'exercice du petit grain de raisin. Ça, c'est quelque chose qui a été marquant. Mais après, comment vraiment dans ma vie de tous les jours c'est devenu un état d'être, il y a finalement que en m'obligeant d'une certaine façon, en me forçant, en m'appliquant, en me donnant la rigueur de pratiquer un peu tous les jours de la méditation, que finalement j'ai l'impression que c'est devenu un état d'être et un bout de mode de vie chez moi. Mais au départ, je me suis confrontée à toutes les images ou toutes les représentations. Par exemple, méditer, faut être assis en lotus sur son lit ou par terre ou sur un tapis de yoga. Et moi, je suis incapable de me mettre en tailleur. Je confirme. Voilà. Donc d'abord, j'ai cru que c'était faux. Après, je me suis dit, faut méditer en tout cas un quart d'heure, 20 minutes, blabla. Puis j'arrivais pas à mettre ça dans mon timing. Et puis finalement, j'ai commencé vraiment à tout petits pas. Ok, 5 minutes. Le matin, puis après 6, puis après 7, puis après 10. Et puis je me suis trouvé un coin chez moi particulier que j'ai choisi en me disant là je suis bien. D'ailleurs ce coin-là, il n'y a pas que moi qui était bien. Le chien que j'avais à l'époque, Asko, il venait méditer à côté de moi, il posait sa tête et puis il attendait que j'aie fini ma petite pratique du matin. Mais il était là, posé, et je pense qu'on méditait tous les deux. C'était vraiment incroyable ce moment de calme. Donc c'est vraiment quelque chose à faire au quotidien et à pratiquer au quotidien. Et après, il y a toutes sortes de manières d'apprendre la mindfulness. Oui. Du coup. Oui. Que ce soit par des applications, par des programmes, par des retraites, en bouquinant. Oui. Toi, tu conseillerais quoi ? Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, en fait. Mais pour répondre à la question, en fait, de Walaha, la question qui est comment apprendre la mindfulness comme état d'être ? Je dirais que la pratique, en fait, de la mindfulness, la pleine conscience, elle commence effectivement souvent dans des périodes de vie dans lesquelles on est un peu dans la tourmente. Des périodes de vie dans lesquelles il y a de l'agitation. Et les personnes qui démarrent souvent la pratique de la méditation en se disant, moi j'aimerais trouver en fait une façon de prendre soin de moi. Et je m'imagine, parce que j'en ai entendu parler, ou que je connais quelqu'un ou j'ai lu des choses à ce sujet, je m'imagine que cette activité, parce que c'est une activité qui consiste dans l'esprit de beaucoup de gens, en tout cas au départ, à s'asseoir, à rester immobile et à respirer, est quelque chose qui va pouvoir m'apporter de la paix. Parce que quand on regarde les gens en fait qui sont assis en train de méditer, on a l'impression qu'ils sont paisibles. Ce qu'on ne voit pas, bien sûr, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces gens-là. Les dessins seraient assez rigolos, sans aucun doute. Il y a toutes sortes en fait de pensées en fait qui apparaissent. Et la première chose dont on prend conscience généralement, c'est du brouhaha en fait intérieur qui est là. Et on peut en rester à ce stade-là. En fait, utiliser, comme tu disais, une application, utiliser des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo, etc. Et puis pratiquer une fois de temps en temps, avoir peut-être une petite pratique de méditation au début d'un cours de yoga ou à la fin d'un cours de yoga, etc. Donc, on peut rester, je dirais, à ce niveau-là. Au niveau, pour moi, qui est un niveau intéressant, et qui reste encore un niveau du faire, d'une certaine façon. Et j'en ai parlé d'ailleurs en disant c'est une activité, c'est quelque chose que je fais parmi mes différentes activités. Pour que ça devienne un état d'être,
à mon avis, ça demande un travail de compréhension cognitive, un travail de compréhension de quoi est-ce qu'on parle lorsque on parle de pratiquer la méditation. Pratiquer la méditation, c'est bien plus que simplement être assis et immobile et observer ses sensations, ses émotions, ses pensées sans porter de jugement. Pratiquer la méditation et en faire un état d'être, c'est à un moment donné prendre conscience qu'il y a dans les racines de la pratique des attitudes, des valeurs, en fait, qui vont nourrir l'être dans son entier. Et pour ça, ça va demander en fait une forme d'explicitation. Il y a des choses qu'on va découvrir par soi-même dans la pratique, peut-être le lâcher prise qu'on va découvrir, peut-être qu'on va découvrir le fait d'accueillir en fait les pensées, l'acceptation en fait des choses telles qu'elles sont. Et puis il y a des choses qui ont besoin d'être explicitées pour qu'elles deviennent réellement conscientes. Et donc il y a aujourd'hui une douzaine de valeurs, d'attitudes fondamentales qui sont les racines dans lesquelles prend corps la pratique de la pleine conscience. Et pour moi, pour que la pratique de la pleine conscience, de la mindfulness devienne un état d'être, je dois avoir conscience d'abord à un moment donné sur mon chemin, sur mon parcours, de ces différentes attitudes. Alors j'en ai déjà cité quelques-unes, l'acceptation, le lâcher-prise, il y a la confiance, le laisser-être, la gratitude, le non-jugement, le non-effort, la douceur, la générosité, etc. C'est cette conscience en fait que finalement la pratique méditative fait son nid dans le terreau de ces 12 attitudes, qui sont des attitudes absolument clés. Et donc ça, c'est le temps qui va petit à petit permettre d'installer plus de douceur, plus de générosité, plus de gratitude, plus de non-effort, de non-jugement finalement dans les actions du quotidien. Donc c'est pas qu'on peut commencer par l'un ou commencer par l'autre, c'est que généralement on est dans une pratique incarnée, c'est-à-dire qu'on va apprendre la méditation avec soit quelqu'un qui va nous guider, soit on va l'apprendre par soi-même en écoutant ou en lisant un certain nombre de choses. Et à un moment donné sur le chemin, on va réaliser que au-delà de ce qui semble être simplement l'installation d'une posture et l'observation de ses sensations corporelles, de ses émotions et de ses pensées, il y a quelque chose de plus qui est en train de se passer, qui est en train de grandir dans le terreau de la pratique. Et ce terreau, il est fait de ces attitudes-là. Donc moi, je répondrais, sans que ce soit une vérité absolue, hein, bien entendu, mais que pour que la mindfulness devienne un état d'être, il y a un travail de conscientisation des attitudes que l'on cherche à cultiver dans son quotidien pour que la pratique ne soit pas juste un faire, mais qu'elle devienne un être. Je valide. Ok, super. Et je valide en disant que pour moi, le chemin, il n'a pas été possible du jour au lendemain. Non, bien sûr que non. C'est vraiment, c'est vraiment une priorité à mettre dans sa vie, avec rigueur, avec douceur, mais avec fermeté, et puis de se donner vraiment les moyens de comprendre en fait, puis d'intégrer, d'assimiler toutes ces attitudes, pour que ça fasse effet quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça, et il y a aussi quelque chose qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas d'objectif particulier à atteindre. C'est-à-dire que je suis conscient que ce sont des attitudes qui sont à cultiver, mais c'est pas parce que je suis conscient que ce sont des attitudes à cultiver que je vais réussir à être 100% dans l'acceptation, 100% dans la gratitude, 100% dans le non-jugement, 100% dans le non-effort, etc., etc. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de mon état personnel intérieur, ça va dépendre de la saison de vie dans laquelle je me trouve, ça va dépendre en fait de beaucoup de choses. Et donc les curseurs en fait se modifient. Tu sais, c'est comme sur ces... Si vous nous écoutez, que vous avez grandi dans les années 80, vous vous souvenez peut-être des Shanifi avec la petite zone equalizer où on devait, on avait parfois 3 boutons, 6, 8, 10, 12 en fonction de la machine qu'on avait. Et en fait, on monte les barres pour avoir un certain type finalement de qualité. Et ce type de qualité, il fonctionne avec les réglages. En fait, fonctionnent avec certaines musiques et pas avec d'autres musiques. Ben, c'est comme dans la vie.
finalement. Je place les curseurs à différents endroits, plus ou moins haut finalement, sur l'équaliseur de ma vie, mais il y a des contextes dans ma vie, des chansons dans ma vie, des circonstances en fait dans ma vie, qui font que je vais devoir modifier en fait les curseurs en réalisant que peut-être la gratitude envers moi-même, j'étais peut-être à 80% sur 100, c'est un peu ballot de dire les choses comme ça, mais que ressentir de la gratitude pour le fait que le légume qui est dans mon assiette a été planté par quelqu'un, arrosé par quelqu'un, entretenu par quelqu'un, ramassé par quelqu'un, transporté par quelqu'un, mis en exposition par quelqu'un dans un magasin, puis qu'il est arrivé en fait chez moi, puis qu'il a été préparé avec amour, et qu'il est enfin là dans mon assiette, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a des curseurs. Et il ne s'agit pas de se dire à un moment donné, oui, j'ai atteint quelque chose, parce qu'il n'y a rien à atteindre. Il y a à constater où j'en suis par rapport à ces différentes attitudes, à ces différentes valeurs, et puis à faire les ajustements nécessaires lorsque j'ai conscience qu'il y a des ajustements à faire. Donc c'est un travail permanent. Le chemin n'est jamais fini. Et comme tu le dis souvent, il n'y a rien à réussir et rien à rater. C'est ça. Et nulle part où aller. Et nulle part où aller. Et du coup, je trouve que c'est un immense espace de liberté dans lequel il est possible vraiment d'intégrer et de vivre le non-jugement, surtout par rapport à soi-même. Ouais, c'est ça. On continue avec la question suivante de Jean, qui est opérateur PAO, publication assistée par ordinateur, je pense que ça signifie, et qui nous pose cette question: comment avancer dans cette société, dans cette vie aujourd'hui pour être accepté? Oh, vaste sujet aussi. Ouais, vaste sujet aussi. Ce que ça m'évoque, déjà ça résonne en moi parce que je pense que c'est une question qui est venue, en tout cas dans ma vie, à plusieurs moments, de me dire ok, comment je fais pour m'intégrer, comment je fais pour avancer en me faisant accepter. Et puis finalement, je crois qu'on est tous singuliers, on est tous uniques, et donc pour moi, il a fallu faire un travail d'acceptation autour du fait que je ressemblais absolument à personne d'autre. Et que personne d'autre me ressemblait. Chouette, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens là tout de suite, mais... Non, mais d'avoir un réel travail d'acceptation en fait de qui je suis, et que le travail d'acceptation, il venait pas de l'extérieur. En fait, je cherchais pas la validation à l'extérieur, je cherchais pas que l'extérieur valide qui je suis ou ce que je suis, mais il a fallu que je fasse un travail d'acceptation de moi-même pour m'accepter moi-même, pour pouvoir me faire une place. Et après, ce qui a aussi été aidant pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de pouvoir m'intégrer, j'ai envie de trouver ma place, j'ai envie d'y être bien. Eh ben, il y a des contextes dans lesquels ça le faisait pas. Parce que c'est des contextes qui résonnaient pas, qui vibraient pas avec moi. Ok, j'ai laissé tomber ces contextes-là. Voilà, je suis pas dans le sport de compétition, par exemple. Vouloir m'intégrer à tout prix dans un sport de compétition, eh ben j'ai essayé, ça m'a pas plu, et puis j'y ai pas fait ma place. Et c'est tant pis. Du coup, j'ai cherché autre chose à cette époque-là, puis je me suis dirigée plutôt vers des sports d'équipe. Et là, j'ai trouvé... Comme la pétanque. Non, pas comme la pétanque. Non, le curling en l'occurrence, qui est quand même un sport d'équipe. Et là, en fait, on avait chacun notre singularité, chacun notre caractère, et en fait, ça se complétait et ça se combinait bien pour qu'on puisse ensemble arriver à un résultat. Ouais. Mais il a fallu que je me dise, ok, en fait, j'ai pas besoin d'être bien partout. J'ai pas besoin qu'on m'accepte partout. Il a surtout fallu que je m'accepte moi tel que je suis, et puis que je fasse ma petite place en fait à l'intérieur de moi pour après plutôt prendre la place dans le monde. Ouais, c'est une belle réponse à laquelle je plus sois. Je dirais, tu sais, il y a cette expression qui dit on ne peut pas plaire à tout le monde, qui est une expression qui est profondément vraie et en même temps qui est toujours un peu difficile à un moment donné de son parcours et de sa vie en fait à accepter justement, à intégrer, en particulier lorsqu'on a une orientation qui consiste à aimer faire plaisir aux autres. Hein, on sait qu'on a tous des drivers, hein, comme on dit en analyse transactionnelle. Le soi parfait, le soi fort, le fait des efforts, fait plaisir, dépêche-toi. Et le dépêche-toi. Et donc voilà, si on est très orienté en fait sur le fait plaisir, ça peut être un petit peu compliqué. Alors je dis pas que c'est le cas de gens que je ne connais pas, mais effectivement, de la façon dont la question est formulée, avancer dans cette vie aujourd'hui pour être accepté. Alors être accepté par qui ?
Ça pourrait être la question, et puis être accepté par tout le monde, c'est juste impossible. Et en fait, il y a un dilemme, hein, même à la base de cette question, qui est un dilemme philosophique, qui est le dilemme de l'unité et de la diversité. En fait, l'univers est à la fois un et divers. Et si on regarde la nature autour de nous, ben, il y a une diversité d'arbres, une diversité de plantes, une diversité d'espèces, une diversité d'êtres humains. Et cette diversité fait effectivement, comme tu le disais, que chacun est unique. Et on ne demande pas à un chêne de ressembler à tous les autres chênes de la forêt. En fait, le chêne est beau tel qu'il est. C'est ce que j'ai envie de dire à Jean, en fait. Un chêne est beau tel qu'il est. Et quand je regarde un chêne, je me dis pas, est-ce qu'il ressemble au chêne d'à côté? Du tout. Je sais que c'est un chêne, de l'espèce des chênes, unité, mais c'est un chêne unique, diversité. Et donc voilà, on pourrait prendre plein d'images comme ça. Hein. Si on demande à un poisson de grimper aux arbres ou à un kangourou de nager le 100 mètres crawlé, ça va pas le faire. Le poisson ne sera pas accepté par les oiseaux et le kangourou ne sera pas accepté par les poissons. Chacun d'entre nous a des qualités qui lui sont propres, des spécificités qui lui sont propres, une singularité qui lui est propre. Et donc le travail de fond, qui est celui que j'essaie, moi aussi dans ma vie, moi qui me suis toujours senti différent, depuis aussi longtemps que je me souviens. J'aimais pas jouer avec les enfants de mon âge, j'aimais être avec les adultes, j'avais pas les centres d'intérêt à différents âges de ma vie, de la plupart des gens des âges de ma vie, mais j'avais des centres d'intérêt voilà, divers, variés et souvent assez différents, une façon de penser différente, une façon de, etc. Et alors c'est vrai pour tout le monde, on peut dire que ça aussi c'est vrai pour tout le monde, mais ce sentiment en fait de ne pas être à ma place et de ne pas trouver ma place et de ne pas être donc accepté par la majorité, de ne pas me fondre dans le décor comme la majorité, est quelque chose qui a été extrêmement présent et que j'ai dû accepter à un moment donné dans ma vie en disant ben voilà, en fait je suis comme ça, voilà, ça fait partie en fait de mon identité, de penser de cette façon, d'agir de cette façon, de ne pas accepter un certain nombre de choses que beaucoup de gens acceptent, de ne pas faire un certain nombre de choses comme beaucoup de gens les font, etc., etc. Donc le premier pas, c'est ce pas de connaissance de soi et d'acceptation de ses propres spécificités, avec tous les avantages qu'elles ont et tous les inconvénients qu'elles ont aussi, parce que voilà, qu'on se fonde dans le décor ou qu'on n'arrive pas à se fondre dans le décor, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et dans les deux cas, qu'on soit fondu dans le décor, on ne sera pas apprécié par ceux qui se fondent pas dedans, et qu'on ne se fonde pas dans le décor, on ne sera pas apprécié par ceux qui se fondent dans le décor. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, Jean, il n'y a pas de réponse... En tout cas, il n'y a pas de baguette magique à cette question. À cette question-là. Voilà, en espérant quand même avoir un peu aidé. Fabienne, qui, elle, se définit comme étant en transition, nous partage en fait, à travers un message, une question. Et puis, elle nous demande comment garder un bon niveau d'énergie pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Et elle se questionne à commencer par un sommeil de qualité. Ouais. Alors, dans l'application mobile, il y a un programme sur le sommeil. Voilà, je glisse ça ici. Application mobile donc que vous pouvez trouver sur le site jeanmarcterrel.com. Un programme sur le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de très très important dans les périodes de transition. Quand on se lance dans une nouvelle aventure professionnelle, et c'est pas forcément quelque chose en fait qui va être facile en fait à maintenir parce qu'il y a beaucoup d'agitation en fait. Il peut y avoir beaucoup d'agitation dans ces moments-là. Le sommeil, on sait aujourd'hui très bien que la meilleure clé pour le sommeil, c'est la régularité. Se coucher tous les jours à la même heure, si possible pas trop tard, se lever tous les jours à la même heure. Et ça devrait être comme ça la semaine et le week-end. Il n'y a rien de pire en fait pour un corps que se coucher à 21h tous les soirs en semaine et puis faire la nouba le week-end jusqu'à 2h du matin. Le corps ne comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Donc la régularité est quelque chose d'important. L'alimentation est quelque chose aussi d'important. Si vous vous gavez le soir d'aliments lourds, gras, salés, sucrés avant d'aller vous coucher, votre sommeil sera de moins bonne qualité que si vous mangez léger. C'est toute l'histoire de la soupe du soir de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Il y a la température de la chambre dans laquelle on dort. Bon, voilà, il y a un certain nombre de conseils en fait que je donne à l'intérieur de ce programme et qui permettent en fait de pouvoir installer les bases d'un sommeil de qualité. Mais pour répondre en tout cas peut-être encore un peu à la question, comment garder un bon niveau d'énergie pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, il y a
les éléments sur le sommeil qui sont effectivement très importants. La qualité de l'alimentation, le fait de faire de l'exercice, le fait de prendre soin de soi, c'est pas moi qui vais dire le contraire, en ayant des pratiques méditatives, qu'elles soient formelles ou informelles, aussi régulières que possible. L'état d'esprit dans lequel je me lance dans cette nouvelle aventure. Est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure avec un état d'esprit de crainte, de critique négative et de négativité, ou est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure, au contraire, avec un état d'esprit positif, enthousiaste, et qui a envie que ça déchire, quoi. Ça aussi, ça va changer en fait un certain nombre de choses. Donc voilà, la base de tout ça, pour moi, si je devais résumer en 3 mots, prendre soin de soi. Voilà. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, quelle que soit la façon dont tu décides, Fabienne, de prendre soin de toi. Pour certains, ce sera se faire masser, pour d'autres, prendre des bains froids, pour d'autres, aller courir, pour d'autres, avoir une activité artistique, pour d'autres, être en relation régulièrement avec leurs très bons amis ou avec les membres de la famille avec lesquels il y a un bon contact, etc. Il y a 1001 façons de faire. Et d'ailleurs, dans les épisodes précédents du podcast, on en a partagé en tout cas des dizaines. Pour moi, c'est avant tout décider en fait que je suis une priorité dans cette période-là de transition. Décider que je fais vœu en fait de garder un bon niveau d'énergie, et ça implique effectivement un certain nombre de choses, dont ce que tu évoquais avant, une bonne alimentation, un bon sommeil, prendre soin de soi effectivement. Mais avant tout, pour moi, c'est aussi une question de décision, de décider qu'en période de transition professionnelle, je fonce pas forcément tête baissée, mais je m'offre du temps et je me respecte et je choisis d'être en fait la personne et la chose principale de ce nouveau changement, et pas que le professionnel soit en fait le principal changement en moi, mais moi je suis le principal changement dans le professionnel. Ouais, très bien. J'ajouterais que si vous faites déjà tout ça, si tu fais déjà tout ça, Fabienne, et que malgré ça, tu te sens en perte d'énergie, si ça n'est pas fait, un conseil que je donne aux personnes que j'ai en accompagnement, souvent, c'est aller faire des examens médicaux. Faites des examens médicaux si vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous faites que vous couchez à des heures régulières, que vous faites de l'exercice, que vous avez des activités qui vous changent les idées, etc. Et que malgré ça, vous êtes en niveau d'énergie très très bas. Ouais. Ça vaut le coup d'aller faire un check-up complet en termes de santé pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'opposer à ce que votre niveau d'énergie soit de bonne qualité. Elisa est hypnothérapeute et nous pose la question: comment augmenter sa confiance en soi? Ouais. Alors ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup, le sujet de la confiance en soi, un sujet que j'ai exploré fréquemment pendant des années, en particulier au tout début de mon parcours de formation en PNL, en programmation neurolinguistique, puisque j'ai fait les différentes étapes de ce parcours de formation. Technicien, praticien, maître praticien, formateur, enseignant, coach PNL, enfin moi j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire d'essentiel avec la PNL. Et au travers de ce parcours, j'ai découvert en fait qu'il y a 3 aspects clés indissociables. La confiance en soi en fait n'existe pas seule. La confiance en soi, elle existe dans un triptyque qui est constitué de l'estime de soi et de l'assertivité, de l'affirmation de soi. Donc, estime de soi, confiance en soi et assertivité, affirmation de soi, sont les 3 mamelles de cet état, en fait, qui est un état recherché, important, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans la société. La confiance en soi, pour faire bref, l'estime de soi, je vais dire les choses comme ça, l'estime de soi, pour faire bref, c'est comment j'évalue ma propre valeur. La confiance en soi, c'est un sentiment. C'est le sentiment de la confiance en soi. C'est pas une émotion. C'est une construction mentale qui est faite d'un certain nombre de choses et qui va me permettre de ressentir un sentiment. D'ailleurs, on dit « je me sens en confiance » ou « je ne me sens pas en confiance ». On dit aussi « j'ai confiance », j'ai de la confiance, mais c'est un sentiment. Et l'assertivité, l'affirmation de soi, c'est un comportement. C'est comment je me comporte, en fait, d'une façon qui soit adaptée à ce que je suis. C'est-à-dire que je ne vais pas me
aligné avec ce qui est important pour moi. On peut être très assertif et manquer de confiance en soi, très assertif et manquer d'estime de soi. On peut avoir beaucoup d'estime de soi et manquer de confiance dans les choses qu'on entreprend, ou manquer d'assertivité dans ses comportements. Toutes les options, en fait, sont possibles. Je ne les ai pas toutes citées ici, mais elles sont toutes possibles. Comment on augmente sa confiance en soi ? Je dirais qu'il y a une seule façon de faire, de mon point de vue, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, et en passant à l'action, en agissant, de prendre conscience de ce que j'apprends pendant que je suis en train d'agir et après que j'ai agi. Qu'est-ce que j'ai appris ? Quelles sont les nouvelles compétences que j'ai mises en œuvre ? Quelles sont les anciennes compétences que j'ai mises en œuvre ? Quelles sont les découvertes que j'ai faites à mon propre sujet, au sujet des autres, au sujet du monde ? Et c'est en agissant de façon régulière que je vais petit à petit ressentir ce sentiment de confiance. Là, imaginons que toi et moi, on parte faire un acrobranche. J'adore l'acrobranche, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Un acrobranche. Et puis je me trouve là, à 10 mètres de haut sur mon arbre, devant un atelier que j'ai jamais fait. Ce que je ressens là à l'intérieur de moi, c'est le manque de confiance. C'est un sentiment. Je peux estimer que je vais y arriver. Je l'ai déjà fait. Ça, c'est le sentiment de ma propre valeur. Je l'ai déjà fait, je vais y arriver. Et je vais peut-être me comporter d'une certaine façon avec les personnes qui sont déjà passées de l'autre côté ou celles qui sont derrière moi en disant « Oh là là, je vous dis pas ce qui est en train de se présenter là, ça va être super dur à passer. » Ou alors « Je vous dis pas ce qui est en train de se présenter là, je vais en faire qu'une bouchée. » Bref. Au moment où je mets le pied sur le câble, par exemple, qui me permet d'entrer dans ce nouvel atelier, rentrer dans un tonneau suspendu 10 mètres au-dessus du sol, ce que je sens là à l'intérieur de moi, c'est présence ou absence de confiance. Une fois que j'ai passé l'atelier, que j'ai réussi l'atelier, je me sens en confiance de l'avoir fait. Voilà. Et donc la meilleure manière d'augmenter la confiance en soi, c'est de faire les choses, en fait. Et même si on échoue, de tirer les leçons des choses qui ont été vécues pendant que j'ai essayé. Et même si, là, je suis face à cet atelier en haut de mon arbre à 10 mètres, et que je décide d'appeler au secours le moniteur qui est en bas en disant « Non, mais celui-là, je peux pas le faire, faites-moi redescendre », et qu'on me fait redescendre comme ça arrive sur les parcours d'acrobranche, qu'on me fait redescendre, si je considère que c'est un échec, je vais peut-être tirer un certain nombre de leçons, des leçons positives. Une leçon positive, ça pourrait être de dire, par exemple, j'estime que j'ai atteint ma limite pour aujourd'hui, j'ai fait du mieux que je pouvais jusqu'à maintenant. Par exemple, une leçon positive. Et ça, c'est très positif de savoir où sont ses limites et de savoir s'arrêter à un endroit donné. Donc, quelles sont les leçons que je tire des actions que j'ai souhaité entreprendre ou que j'ai entreprises et qui vont me permettre en fait d'apprendre à mieux me connaître. Et c'est en apprenant à faire et donc à mieux me connaître que petit à petit la confiance en soi va augmenter. Je crois que je ne vais pas rajouter grand-chose à tout ce que tu viens de dire. Ok. J'aurais dit pour répondre, j'aurais dit oser en fait. Ouais. Oser essayer, oser se planter, oser recommencer, oser découvrir. Vraiment se donner cet espace de liberté d'essayer les choses. Et puis qu'en essayant, il arrive toutes sortes de choses, de bonnes surprises comme de moins bonnes. Après, il y a encore quelque chose qui m'est venu en t'écoutant. Je me disais, tiens, comment j'augmente ma propre confiance en moi, là et en fait, chez moi, il se passe quelque chose de cet ordre-là, d'augmentation de la confiance en moi, lorsque ce que je dis, ce que je pense, ce que je vis et ce que je fais est aligné. Alors, c'est pas parce que c'est aligné que je peux pas me planter, hein. Bien sûr. C'est pas ça. Mais c'est quand, finalement... ces choses-là, elles sont quand même alignées, que ça augmente le sentiment de confiance en moi. Mais ça, il y a un terme pour ça que tu connais, qui est le mot congruence. C'est ça. C'est alignement entre les trois aspects, finalement. Saba, qui est psychopraticienne, nous fait un commentaire super sur le podcast. Merci, Saba. Et nous pose la question suivante. La peur d'essayer quelque chose est-elle liée uniquement à la peur de l'échec ?
La peur d'essayer quelque chose est-elle uniquement liée à la peur de l'échec? Bon, alors moi je dirais que ça dépend. Ouais. Ça dépend de qui pose la question et ça dépend du contexte. Voilà. Donner une réponse sans en savoir plus ou donner une réponse qui serait une réponse définitive, universelle et dogmatique sur le sujet, c'est sans doute pas une bonne idée. Donc il faudrait contextualiser en fait la question pour savoir en fait ce que Saba traverse. Qu'est-ce que tu as peur d'essayer exactement? C'est un peu lié à la question précédente d'Elisa. Qu'est-ce que tu as peur d'essayer exactement et qu'est-ce qui te fait croire en fait que ce que tu as peur d'essayer est lié à la peur de l'échec? Parce que ça peut être tout un tas d'autres choses. Ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur d'avoir peur, mais ça peut être lié aussi au manque de motivation, au manque d'envie, au manque de connaissances, enfin voilà, à l'ignorance. Donc il peut y avoir 1001 facteurs qui font que la peur d'essayer quelque chose n'est, pour moi, pas liée uniquement à la peur de l'échec. En effet. Et pour moi, ça me pose la question de toutes les interprétations, en fait, que je me raconte ou qui sont là, puis qui viennent en permanence, en fait, faire du bruit dans ma tête autour de l'idée que j'ai peur d'essayer quelque chose parce que finalement, j'ai peut-être peur de l'échec. Donc, tout ça, ça bavarde à l'intérieur de moi. Et c'est un peu comme avant, c'est exactement ça, c'est oser prendre le risque, en fait, me permet du coup de réaliser en fait tout ce bavardage que je me suis raconté autour de la peur d'échouer ou de la peur de l'inconnu ou de la peur de faire autrement. Mais vraiment toute cette part d'interprétation en fait qui fait énormément de bruit, qui souvent me dessert, qui ne m'aide pas, qui augmente pas ma confiance en moi et finalement oser. C'est ça, oser. Je lis le petit témoignage d'Aurélie qu'elle nous a mis quand même sur le site parce qu'on adore ce genre de petits témoignages. Aurélie est pas la seule, mais c'en est un qu'on a sélectionné. Aurélie qui nous dit « Coucou vous deux, c'est vraiment trop cool de pouvoir vous écouter sur Spotify. C'est tellement authentique et bienveillant, mon cocktail préféré. Pour moi, la force de vos épisodes, c'est vraiment la palette d'outils mis à disposition à chaque épisode. Donc on renvoie ceux d'entre vous qui nous découvriraient au travers de cet épisode de questions-réponses aux autres épisodes. À chaque écoute, je me réjouis du petit défi à mettre en place dans ma vie pour qu'elle soit plus douce et ça me fait me sentir proactive à chaque nouvel épisode. 2 par semaine quand même, oui, 2 épisodes, un le mercredi et un le dimanche. D'ailleurs, j'ai vu dans les statistiques que les gens nous écoutent le plus souvent le mercredi à 7h du matin. C'est rigolo, hein? Incroyable. Ouais. 2 par semaine quand même, vous êtes dingue, mais c'est absolument génial. Oui, on est dingue! Et c'est génial, c'est une très très belle expérience. C'est en fait un moment qu'on partage dans la complicité. Alors des fois dans une complicité joyeuse, et puis des fois ça vient nous chercher dans des tensions, tout à coup. Aujourd'hui je me sens pas super en forme pour le podcast, mais on a décidé qu'on le faisait quand même dans l'authenticité, avec exactement ce qui est là. Voilà, des fois on est gringe, des fois on est super joyeux, des fois on est complètement déjanté, parfois on est super calme, et puis ça donne, je pense, des couleurs assez différentes à nos podcasts, et c'est bien là l'idée. Et puis tout n'est pas toujours parfait non plus. Non, mais presque quand même, presque. On a Sylvie, orthophoniste, qui nous dit « Je mérite le respect, oui, mais face à quelqu'un qui ne respecte pas mes limites, qui ne les entend pas, qui est très souvent dans la manipulation de l'autre, comment faire ?» Alors, je reviens à la question de Jean, qui se demandait comment faire pour être accepté. Pour moi, il y a quelque chose, comment je fais pour mériter le respect, en fait. Et il y a quelque chose en moi qui vient du même ordre, c'est-à-dire que si j'ai pas suffisamment de respect pour moi-même, ça va être compliqué de poser mes limites et de dire stop, en fait, à ce que je veux pas, à ce qui est pas OK pour moi. Alors c'est vraiment beaucoup plus simple à dire qu'à faire et à vivre, vraiment, vraiment. Mais je crois que se donner le respect à soi-même est infiniment nécessaire pour pouvoir comprendre en fait ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on n'accepte pas de l'autre.
Mais le chemin est voilà, semé d'embûches et pas très facile. Oui, en effet. Alors bon, là aussi, on n'a qu'un aspect, je dirais, on n'a qu'une version de l'histoire. C'est difficile de donner une réponse qui soit une réponse définitive, universelle et j'allais dire encore une fois dogmatique. Mais ce que je lis entre les lignes, c'est alors oui, tu mérites le respect, Sylvie, absolument. Tout le monde le mérite en fait. Ça devrait même pas se mériter le respect, c'est un dû. Le simple fait d'exister du simple fait d'exister devrait découler un certain nombre de choses, dont le respect. Pour moi, le respect, c'est j'allais dire un inconditionnel. Il ne devrait pas y avoir de conditions au respect. Et je peux même respecter des gens que je n'apprécie pas. Je peux même respecter des gens qui font des choses que je n'apprécie pas. Mais pour moi, c'est un inconditionnel, en fait. C'est une base. Est-ce que je parviens toujours à maintenir cette base? Non. Il m'arrive vraiment parfois d'avoir envie de distribuer des claques, de sortir de mes gonds ou de me dire mais c'est pas possible. Il est trop con, elle est trop conne, d'avoir ce genre de pensée, très clairement. Mais le respect ne devrait pas se mériter. Voilà. Il n'y a rien à faire pour gagner le respect de l'autre en particulier. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais dans une relation qui comporte une dimension affective. Si vraiment quelqu'un ne respecte pas mes limites, quelqu'un ne les entend pas, si quelqu'un n'entend pas mes limites, ça sous-entend que je les ai exprimées. Donc ça, il faudrait encore vérifier. Est-ce que Sylvie, tu as vraiment exprimé de façon claire, explicite, respectueuse, quelles sont les limites que tu souhaites fixer et comment ces limites ne sont pas respectées par cette personne. Donc il ne les entend pas. Et qui est en plus très souvent dans la manipulation de l'autre. Comment faire? Voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur la situation, mais ça semble être une relation toxique. Et que cette relation toxique soit une relation, j'allais dire très proche, de type relation famille, ou une relation plus lointaine, de type, je sais pas, collègue, voisin, ou je ne sais pas, à mon avis, là il y a quelque chose d'important à mettre en œuvre, en fonction du contexte, pour couper la relation, terminer la relation, d'une façon ou d'une autre. Alors si c'est dans un contexte professionnel, c'est peut-être un peu moins évident, si c'est un collègue de travail ou un supérieur avec lequel les choses ne se passent pas bien, mais même là, plutôt que d'attendre un burn-out, comme c'est souvent le cas parce qu'un supérieur a été trop pushy sur ses attentes, sa façon de traiter son personnel et mène en fait les gens au burn-out, peut-être ce qu'il faut couper là, c'est la relation, changer de travail. Plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Et encore une fois, je manque d'éléments de contexte. Mais voilà, on a un épisode du podcast qui s'intitule « Savoir dire non ». Sylvie, si tu l'as pas écouté, pardon, je t'invite à descendre dans la playlist et à écouter en fait cet épisode sur lequel on a partagé l'importance de prendre conscience de ses propres limites, de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, et puis de comment fixer ses limites dans les différents aspects de la vie. Voilà. Pour moi, il y a encore un élément, c'est de réussir d'être le plus clair possible. Et là non plus, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais d'essayer d'être le plus clair possible sur c'est quoi mes valeurs, en fait. Quelles sont les valeurs qui me constituent? Et lorsque ces valeurs-là sont bafouées, sont mises à mal, je peux me sentir non respectée. Mais c'est de nouveau la même histoire. Est-ce que j'ai clairement exprimé quelles étaient mes valeurs, à quel point elles étaient importantes et comment elles me constituent pour que l'autre puisse vraiment comprendre en fait que là, il a été au-delà des limites qui sont supportables pour moi. Un témoignage de Virginie, qu'on a reçu également par email. Virginie qui est assistante dans le domaine des finances, qui nous remercie pour le 10e épisode, un sujet qui a bien résonné pour elle. Elle a pris note des exercices proposés, elle a hâte de se poser ce week-end pour débuter ce chemin du pardon, et Virginie nous partage qu'elle a un fils en grande difficulté scolaire, qui souffre beaucoup et qu'elle se sent infiniment coupable de ne pas avoir réussi, entre guillemets, son éducation. Alors je pense que ces exercices de pardon sont plus que bienvenus, car même si je sais que ma culpabilité n'est ni constructive ni totalement vraie,
Je ne suis pas l'unique coupable, met-elle entre parenthèses. Ce fardeau est une cause de stress intense. Oui, je comprends ça très bien. Alors, merci la vie de m'avoir permis d'écouter votre podcast ce matin et merci à vous deux pour le partage. Peut-être un mot sur la culpabilité ? Peut-être un mot sur la culpabilité. Ah, la culpabilité... Je sais pas toi, hein, Jean-Marc, mais moi, la culpabilité, ces 3 dernières années, elle a pas arrêté de me chercher, de me rechercher, de me confronter, enfin voilà, elle a fait toutes sortes de choses et finalement, effectivement, il a fallu que je fasse un chemin de pardon avec moi-même pour pouvoir vraiment, j'allais dire l'évacuer complètement. Je pense que je l'ai pas évacué complètement. Je pense qu'il y a encore des sursauts comme ça qui viennent, mais les sursauts sont de moins en moins amples. Ils viennent de moins en moins me chercher émotionnellement. Donc, et aujourd'hui, il y a quelque chose où quand ils viennent, je peux non seulement les identifier, mais aussi les accueillir, puis à quelque part leur faire de la place. Alors qu'avant, j'avais l'impression que la culpabilité prenait toute la place, mais que j'avais pas choisi qu'elle prenne toute la place. Aujourd'hui, quand la culpabilité, elle vient, aussi par le fait d'accueillir les émotions qu'elle engendre, je l'accueille, je lui fais de la place, je lui donne de l'espace, puis je la laisse passer, quoi. Avec quelque chose où il y a un processus de pardon. Mais ce que j'avais envie de partager avec Virginie, c'est que tous les enfants ne sont pas faits pour l'école. Tout comme l'école n'est pas fait pour tous les enfants. Et que je travaille avec 108 enfants par jour qui sont des écoliers et je vois combien l'école, alors je sais pas d'où tu es Virginie, mais en tout cas que l'école ici en Suisse, non, elle n'est pas du tout adaptée à tous les enfants. Et que je rêverais d'écoles à l'extérieur, d'écoles dans lesquelles il n'y ait pas de notes ni d'évaluation, des écoles dans lesquelles en fait l'enfant, selon ses aspirations, son tempérament, son caractère, puisse choisir en fait ce qu'il apprend, confiante qu'en fait il apprendra ce dont il a besoin pour sa vie, mais que pour moi c'est encore pas lié à l'éducation qu'un parent donne à son enfant. Parce que l'éducation qu'un parent donne à son enfant ne va pas donner un enfant bien à l'école ou un enfant mal à l'école. En fait, un enfant, il est mal à l'école ou bien à l'école parce que cette institution-là lui convient ou lui convient moyennement. En fait, et c'est OK. Et un enfant qui souffre à l'école, alors moi je trouve ça hyper triste, c'est toujours quelque chose qui me touche énormément. Et je crois que parfois il faut oser là aussi casser les schémas, essayer d'autres choses, tenter, sortir. Voilà, moi j'ai quelqu'un dans ma famille, une nièce qui a fait un burn-out scolaire, elle était toute jeune, à 10 ans. On fait quoi quand c'est comme ça ? Parce qu'on est convaincu que c'est la seule option possible. En fait, nos enfants doivent aller à l'école. Et nos enfants doivent réussir à l'école. Et si possible, blablabla, être bien éduqués, bien sous tout rapport. C'est un immense bateau, en fait, dans lequel il n'y a pas vraiment d'espace de liberté. Et on le sait aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin de plus en plus de bouger, en étant encore bien plus sur les écrans que nous à l'époque, mais ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'autres choses. Et en fait, il y a des choses possibles. Et les choses possibles, parfois, se résument, pour moi, assez simplement, je l'ai aussi vécu avec ma cadette, de dire « Ok, en fait, t'es pas bien là où tu es. » On s'arrête et on fait une pause. Eline, on l'a sortie. On lui a dit « Ok, maintenant, t'as essayé, tu t'es plantée, ça le fait pas. » En fait, elle a commencé à maigrir, elle a commencé à plus pouvoir dormir, elle a commencé à être triste tout le temps. J'ai dit « Mais ça va pas le faire, quoi. » Avec son papa, on a décidé de la sortir. Et on lui a offert une pause. Moi, j'avais confiance parce que c'est ce que mes parents ont aussi fait avec moi. Je me suis plantée une fois à l'école de commerce, une deuxième fois, puis après, l'école de commerce m'a foutue dehors. Et puis mes parents m'ont dit « Ok, là, on s'arrête, en fait. » Il a fallu que tu ailles jusqu'au bout du bout, te confronter toi-même pour savoir qu'aujourd'hui, c'est pas ça dont tu as besoin. Alors, ok, peut-être tu sais pas ce dont tu as besoin, mais l'espace qui m'a été offert, et donc l'espace que j'ai pu redonner aussi à ma fille, a permis en fait qu'elle trouve ses propres impulsions, qu'elle trouve ses propres aspirations et qu'elle se mobilise elle. Alors je dis pas, je sais pas quel âge a ton fils Virginie, mais je pense qu'il faut oser sortir de l'idée que l'école c'est un espèce de truc qui peut pas bouger, quoi. Il y a des options. Alors oui, peut-être qu'on sera moins bien accepté, peut-être qu'on va paraître être des parents déjantés, inconscients, et quoi ? Je pense que fondamentalement, on est toujours bienveillant envers nos enfants. Alors voilà, des fois ça suffit pas, mais je pense qu'il y a des options. Rêver des options, en tout cas.
peut-être que rêver des options, ça permet un peu plus de douceur avec soi-même et puis de s'en aller sur ce chemin du pardon dans lequel il y a beaucoup de culpabilité. Moi, j'ai rien à ajouter. On termine avec un avis de Eve. Eve qui nous a laissé un avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup Eve, je vais le lire. Ça fait plusieurs années que Jean-Marc apparaît et disparaît de mon environnement. Ouais, ça c'était très fort, tu dois être magicien. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Aujourd'hui, un email me fait découvrir ce podcast et par la même occasion, sa nouvelle vie. Je m'étais arrêté à un mystérieux déménagement en Suisse. Ouais. Tout d'abord, vos voix se prêtent totalement au format, celle de JM que je connaissais déjà. Bon, il y a beaucoup de compliments, je vais passer. Mais je dirais la même chose de celle de Jacqueline, avec un point d'illumination dans son rire. Merci de vos échanges, vous êtes beaux à entendre et avez sans aucun doute beaucoup à nous apporter, un minima en termes de réflexion sur soi. Au bout de 2 heures, je fais une pause. Longue vie à ce podcast. On va célébrer. Merci beaucoup pour cet avis. On arrive au terme justement de cet épisode questions-réponses. On vous redit, vous avez la possibilité sur le site podcast jeanmarcterrel.com/podcast. Il y a un formulaire confidentiel avec lequel vous pouvez nous questionner. N'hésitez pas à utiliser ce formulaire. De temps en temps, comme on vient de le faire, on reprendra vos questions, on prendra un peu de temps avec Jacqueline pour échanger là autour. On n'a pas de baguette magique. On n'a pas des réponses toutes faites, on a juste en fait la somme de nos vécus et de nos expériences qu'on partage avec vous en toute simplicité, en toute authenticité, sans avoir une quelconque envie de se prendre la tête. Donc voilà, on y va avec le cœur en tout cas. Ça me fait penser à ce que tu dis, on a juste en fait la somme de nos expériences. Il y a quelqu'un qui disait un jour, quel âge avez-vous ? Et tu sais, on a cette tendance à répondre l'âge qui correspond à l'année de notre naissance, et puis on fait un calcul, et puis moi, ça m'emmène à 53 ans. Et la personne disait, non, en fait, vous avez l'âge de vos relations. Donc en fait, j'ajoute mes 53 à tes 50 et quelques, aux 50 de ceci, aux 50 de cela, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a 300 ans, ou 400 ans, ou 500 ans d'expérience commune. Et j'ai trouvé ça super beau, en fait, comme façon de calculer son âge. Incroyable. Donc toi et moi, en fait, on a plus de 100 ans. Ouais, c'est clair. Voilà. Oh là là. D'expériences cumulées à partager. Ouais, c'est pas cool, ça ? Ça aussi, on va festoyer ce soir. C'est ça, exactement. Voilà, n'hésitez pas, comme l'a fait Eve, à nous laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube ou toutes les autres plateformes. On sera toujours très très heureux d'avoir des avis, et puis ça nous aide à faire connaître ce podcast à des personnes qui, peut-être comme vous, ont été heureuses de nous écouter jusqu'à la fin de cet épisode. Sur ce, à la prochaine, faites-vous une belle soirée, une belle matinée, peu importe, mais en tout cas, faites-vous aujourd'hui la part belle pour vous. hasta la vista. C'est maintenant. Bye bye.